Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors effectivement, ma présentation, elle porte sur la pertinence d'engagement de ces fameuses équipes paramédicalisées en préhospitalier sur des interventions primaires à travers une étude de cas concrets réalisée au sein du groupement hospitalier de la région de Mulhouse, Sud-Alsace. Alors, je m'excuse déjà parce que mon PowerPoint apparemment passe pas très bien. Pour commencer, comme mon collègue l'a dit un petit peu plus tôt, il est permis depuis à peu près février 2023 les nouvelles recommandations qui ont été émises par la Société française de médecine d'urgence et le SAMU Urgence de France. Il est permis donc sous certaines conditions, dans le cadre de protocoles, l'engagement d'équipes paramédicalisées en intervention primaire, en préhospitalier, dans le cadre d'interventions qui ne nécessitent pas la présence médicale continue, en dehors de situations de détresse vitale et après la décision du médecin urgentiste régulateur. Dans ce cadre-là, il va pouvoir engager sous certains critères, avec des critères d'inclusion et d'exclusion pour chaque motif d'engagement, une équipe paramédicalisée, donc composée d'un ambulancier conducteur et d'un infirmier qui a bénéficié d'une formation spécifique et qui pourra mettre en place en intervention des protocoles infirmiers de soins d'urgence. Alors, la situation particulière à Mulhouse, c'est qu'il existe en fait depuis 2019 un protocole d'engagement d'équipes paramédicalisées qui sont encadrées et sur le modèle de ces recommandations, qui date elle, de 2023. Dans ce cadre-là, il nous a paru pertinent d'évaluer les pratiques sur un motif d'engagement en particulier dans le cadre de notre étude, la douleur thoracique, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que c'est le premier motif de déclenchement en SMUR, environ 26% comme on voit dans le grand test au niveau des données S-Rescue. Également parce que c'est un motif d'engagement sur la liste des protocoles infirmiers de soins d'urgence qui n'était pas présent dans la liste des protocoles des ISP. Une autre raison, c'est qu'une des étiologies principales de cette douleur thoracique, c'est le syndrome coronarien aigu qui bénéficie d'une prise en charge préhospitalière et thérapeutique bien codifiée. Et entre parenthèses, donc, ce travail a été réalisé dans le cadre de ma thèse que j'ai soutenue en octobre 2023. Un point sur la démographie de notre territoire. Donc, cette étude elle a eu lieu au sein de la région Sud-Alsace. C'est une population d'à peu près 500 000 habitants. On retrouve 4 services d'accueil des urgences, 2 au sein de Mulhouse, 1 sur Altkirch, 1 sur Saint-Louis, avec le SAMU SMUR basé au niveau de Mulhouse, où on retrouve 2 SMUR, une unité mobile hospitalière paramédicalisée qui, elle, est présente principalement au départ de Mulhouse la nuit et les week-ends. Et sur l'antenne de Saint-Louis, une unité mobile hospitalière paramédicalisée 24 heures sur 24 et les week-ends, sans SMUR associé au niveau de cette antenne. Ça représente à peu près, sur ce territoire, 5000 sorties primaires de SMUR, dont à peu près 1500 par les UMHP et 400 T2IH. Alors, le protocole mulhousien, qui correspond finalement aux recommandations des sociétés savantes. Donc, on a des critères d'engagement, comme vous pouvez voir la liste à gauche, sur lesquels correspondent des protocoles infirmiers en soins d'urgence. Un engagement sur ces critères-là effectué par le médecin régulateur urgentiste, avec une équipe paramédicalisée sur place qui mettra ces protocoles en œuvre, en référera au médecin régulateur urgentiste qui est responsable tout au long de l'intervention et qui pourra aussi engager à tout moment des renforts ou modifier les thérapeutiques et qui sera aussi le médecin régulateur urgentiste responsable de l'orientation du patient. Nos infirmiers au sein de Mulhouse devaient justifier pour faire partie d'un équipage paramédicalisé de 4 ans d'exercice au sein du service d'accueil des urgences, 2 ans au sein d'un équipage de SMUR et bénéficient d'une formation théorique et pratique avec l'apprentissage de gestes tels que Fast Track ou les dispositifs intra-osseux. Ils doivent bénéficier d'un recyclage annuel et d'une évaluation annuelle également.
Alors, si on se concentre sur le protocole d'engagement de la douleur thoracique, comme dans notre étude, donc on a un critère d'engagement qui devra être respecté par le médecin régulateur, donc douleur thoracique à faible risque de syndrome coronarien aigu, douleur thoracique atypique chez des patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire ou des malaises chez des patients diabétiques, qui permettra d'engager l'infirmier, qui mettra en place donc le PISU correspondant, principalement interrogatoire, début des thérapeutiques, réalisation de l'électrocardiogramme qui sera du coup télétransmis au niveau de la régulation, et des consignes ensuite qui émaneront du médecin régulateur en fonction du bilan de l'infirmier. Il existe du coup également des critères d'exclusion, principalement dans le cadre de la douleur thoracique, des signes de mauvaise tolérance à type de malaise, dyspnée, sensation de mort imminente, douleur intense identique à un infarctus précédent, et donc arrêt cardio-respiratoire également, donc qui ne s'affiche pas. Le médecin régulateur urgentiste pourra également déclencher une UMI-HP en ce qu'on appelle mode dégradé, c'est-à-dire malgré des critères d'exclusion, mais en absence d'un moyen médicalisé immédiatement disponible, et en l'attente de celui-ci. Au niveau de notre étude, du coup, on a réalisé une étude qui s'est échelonnée sur 2 mois. Début 2023, c'était une étude observationnelle, descriptive, prospective. Pour le recueil de données, on s'est basé sur les fiches du logiciel SMURTAB, mais également les dossiers médicaux des hôpitaux et les dossiers de régulation. On a inclus toutes les douleurs thoraciques prises en charge en intervention primaire, qui étaient atraumatiques. On a exclu donc aussi également tous les transferts secondaires sur la douleur thoracique. On a pris le parti de prendre comme critère de jugement principal le taux de diagnostic de syndrome coronarien aigu ST+, entre les deux groupes, UMHM et UMHP, en partant du postulat que si le protocole était correctement réalisé et bien appliqué, le groupe UMHP ne devait retrouver pas ou peu de diagnostic de syndrome coronarien aigu ST+. Au niveau des critères de jugement secondaire, on s'est concentré sur les délais d'intervention, de réalisation de l'ECG, mais aussi d'arrivée au niveau des services adéquats, ainsi que les complications immédiates et événements à distance. Au niveau du recueil de données, du coup, au niveau de la régulation, on demandait au médecin régulateur urgentiste de justifier son choix de déclenchement de l'UMHM ou l'UMHP. Il y avait plusieurs choix au niveau de l'UMHP, soit c'était selon protocole, donc selon critères d'engagement, soit en mode dégradé, donc en absence de ressources médicales disponibles, soit par choix de débrouillage d'une situation, comme en régulation, il peut arriver souvent avec des barrières de la langue ou une situation qu'on a du mal à évaluer, et également de signifier si un renfort médicalisé avait été nécessaire pour ces UMHP. Au niveau des données qu'on a récoltées, c'était du coup principalement donc les délais d'intervention des SMUR tout confondus, le délai de réalisation de l'ECG, de l'arrivée dans le service, les diagnostics qui ont été effectués en préhospitalier et également à la sortie de l'hôpital, le stade KILIP qui nous permettait donc d'avoir le score de mortalité à distance des infarctus, également les traitements qui ont été introduits pendant la prise en charge préhospitalière, les complications pendant le transmort et à 1 mois, et les destinations, services ou établissements. Au niveau des résultats, donc on a eu 833 interventions sur les 2 mois. On a inclus 226 douleurs thoraciques. On en a exclu 11, donc principalement pour cause de transport secondaire. Donc on a eu un échantillon de 215 patients, dont 137 pris en charge par l'UMHM, 78 par l'UMHP, ce qui fait à peu près donc 2 tiers, 1 tiers pour les prises en charge. Au niveau de notre échantillon, on avait une population globalement homogène entre les 2 groupes, sans différence significative, avec 2 tiers de patients hommes. Le 3/4 des patients avaient des facteurs de risque ou des antécédents cardiovasculaires, une moyenne d'âge autour de la soixantaine. C'était également des patients qui étaient peu graves, avec une absence de signe de gravité à la prise en charge dans la majorité des cas dans les 2 groupes, sans différence, et un stade KILIP 1 dans la majorité des groupes, dans la majorité des cas dans les 2 groupes. En ce qui concerne les moyens déclenchés, donc on a vu 2 tiers de médicalisés. Dans le tiers paramédicalisé, la majorité l'ont été selon protocole. Une minorité, donc on parle de 5 cas, l'ont été en mode dégradé, et 3 UMHP ont nécessité un renfort médicalisé au cours de la prise en charge. Concernant notre critère de jugement principal, on a retrouvé du coup une différence significative en faveur du groupe médicalisé pour la présence de syndrome coronarien aigu ST+.
mais également syndrome coronarien aigu ST-. Concernant nos critères de jugement secondaire, on n'a du coup pas retrouvé de différence sur le délai d'intervention du SMUR, ni le premier contact et la réalisation de l'ECG. Nos deux groupes, que ce soit l'UMHP ou l'UMHM, tous les patients ont été acheminés, que ce soit en salle de coronarographie, aux urgences ou en USIC, en moins de 90 minutes. La seule différence qui était significative était en moins de 45 minutes entre les deux groupes, avec en défaveur du groupe paramédicalisé, mais qui s'explique par l'antenne de Saint-Louis avec une UMHP seule, qui se trouvent en fait à distance des centres d'angioplastie qui se situent tous à Mulhouse. Au niveau des complications, alors des complications, que ce soit pendant le transport, on n'en a eu aucune, que ce soit dans le groupe médicalisé ou paramédicalisé. Et dans les complications à distance à J28, que ce soit au niveau de la mortalité ou des comorbidités cardiovasculaires, on a retrouvé une majorité d'absence de complications et pas de différence significative entre le groupe médicalisé ou paramédicalisé. Si on se concentre sur les 6 patients pris en charge par les UMHP, où on a retrouvé un diagnostic de syndrome coronarien aigu ST+, on remarque que dans la moitié des cas, du coup, ils ont été déclenchés en mode dégradé, donc absence de moyens médicaux disponibles. Dans 2 cas sur 6, c'était une erreur de la part du médecin régulateur, c'est-à-dire que quand on regarde les fiches de régulation, le patient avait des signes de mauvaise tolérance, une douleur thoracique qui était typique, et rien n'indiquait qu'un SMUR n'était pas disponible. Et dans une des situations, c'était un cas de débrouillage où il y avait une barrière de la langue importante. Au final, sur ces 6 patients pris en charge par l'UMHP, ils ont été il nous manque des données pour 2 patients, mais pour les 4 autres patients, ils ont été à bonne destination et dans des bons délais, c'est-à-dire en coronarographie en moins de 90 minutes pour 2 patients et en USIC en moins de 45 minutes pour 2 autres patients. Ils ont bénéficié du traitement adéquat et on n'a retrouvé aucune complication durant le transport et un décès à 1 mois. Concernant les résultats, on a également comparé notre mortalité à distance en comparant à la mortalité attendue en fonction du stade KILIP, et on retrouvait une mortalité du coup qui était nettement inférieure à la mortalité attendue dans les 2 groupes. On a comparé nos résultats à d'autres études, notamment l'étude française qui avait eu lieu en 2018 d'épidémiologie de la douleur thoracique. On s'est concentré sur les résultats en préhospitalier des SMUR, où il y avait eu 187 inclusions sur la prise en charge de la douleur thoracique par les SMUR. On retrouve un taux de syndrome coronarien aigu ST+ similaire, avec une sensibilité et une spécificité aussi diagnostique, qui était un des éléments qu'on a voulu analyser, donc spécificité, sensibilité diagnostique de l'infarctus, en comparant nos diagnostics préhospitaliers et les diagnostics à la sortie d'hospitalisation, qui sont dans les 2 groupes confondus similaires à l'épidémiologie qu'on retrouve dans les SMUR sur cette étude. On retrouve également un pourcentage de complications durant le transport qui est au final inférieur, si ce n'est similaire à l'étude d'épidémiologie. On a comparé également une étude polonaise de 2021 qui, elle, se concentrait sur la prise en charge, non pas des douleurs thoraciques toutes confondues, mais des syndromes coronariens aigus ST+, entre une équipe médicalisée et paramédicalisée. C'était une étude qui avait un groupe globalement homogène et qui ressemblait au nôtre, avec des patients peu graves, et qui retrouvait au final des délais d'intervention et des délais d'orientation qui étaient similaires entre les 2 groupes sans différence significative, également au niveau des complications et de la mortalité à distance. Donc, au niveau de la conclusion pour notre étude, on montre une tendance positive. On n'a pas eu, nous, dans nos groupes, de moins-value diagnostique thérapeutique ou de morbimortalité entre nos 2 groupes médicalisés ou paramédicalisés. Ils sont en adéquation avec les recommandations et d'autres expériences qu'on a pu retrouver. Il permet une stratification de l'offre de soins, mais encore une fois, toujours sous couvert d'une régulation forte du médecin, comme on l'a vu sur l'étude, où s'il y a des erreurs de la part du médecin régulateur, et une optimisation du temps médical disponible. Dans notre étude, effectivement, ça a permis, donc, dans un tiers des interventions qui ont été réalisées par du MHP, de permettre d'optimiser le temps médical disponible de nos médecins. Les résultats sont un petit peu à nuancer pour plusieurs raisons. Donc on reste sur une région qui est relativement petite, un échantillon qui est également petit.
et des centres d'angioplastie qui sont disponibles à moins d'1 heure partout sur le territoire, ce qui fait que dans aucun des dossiers n'a été discuté la fibrinolyse. Et aussi un certain nombre de données manquantes qui, sur un petit échantillon, poussent à nuancer un petit peu les résultats. Mais en tout cas, une tendance positive sur le sujet. Voilà.